Nous vivons une époque fascinante où les frontières entre le connu et l'inconnu semblent de plus en plus floues. Lors de l'incursion temporaire de Pluton dans le signe du Verseau en 2023 et en 2024, des pilotes et des membres de l'US Force témoignent avoir vu des objets volants non identifiés avec des capacités surprenantes. Notamment, David Grush clame que le gouvernement cache des informations à ce sujet. Le Pentagone a alors étudié 757 situations suspectes et reconnaît que certains cas restent encore inexpliqués. Récemment, l'entrée définitive de Pluton dans le signe du Verseau a coïncidé avec une explosion d'images de drones et d'ovnis qui ont marqué les esprits, confirmant que ces phénomènes sont désormais enracinés dans notre conscience collective. Mais les ovnis ne sont pas les seuls à partager cette rencontre entre deux mondes. Les expériences de mort imminente, les sorties hors corps, les apparitions mariales et même la psychologie des profondeurs évoquent cette ouverture vers l'inconnu, nous invitant à explorer les mystères qui échappent à notre compréhension rationnelle. Dans cette vidéo, je vous propose d'analyser les phénomènes surnaturels ou encore inexpliqués à travers le prisme des cycles synodiques astrologiques et essayer de comprendre pourquoi ils ressortent dans le débat actuellement. Pluton en Verseau est souvent associé à l'émergence de nouvelles idées et des avancées technologiques. Il l'a été lors de l'invention du papier vers 150 avant Jésus-Christ et il l'est aujourd'hui avec des développements de l'intelligence artificielle. Ce cycle est naturellement associé aux ovnis en raison de l'énergie du Verseau, qui incarne la curiosité pour l'inconnu, la rupture avec les conventions et l'exploration des nouvelles frontières de notre compréhension. Cette association n'est pas dénuée de sens. On retrouve ce thème d'ailleurs lors des cycles précédents. L'humanité a souvent levé les cieux au ciel à la recherche de réponses. Dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, alors que Pluton était en Verseau, l'astrologie a émergé, les étoiles devenant des guides pour notre compréhension du monde. Plus tard, des explorateurs, guidés par ces mêmes étoiles, ont repoussé les frontières du connu. De 1271 à 1295, pendant que Pluton passait du signe du Capricorne à celui du Verseau, Marco Polo a voyagé en Asie, dévoilant les richesses de l'Empire chinois. En 1532 et 1533, avec Pluton en Verseau, Francisco Pizarro a conquis l'Empire Inca. Il y a bien une thématique de la découverte de nouveaux mondes avec Pluton en Verseau. De la même manière que les ovnis représentent une forme de rencontre avec des mondes inconnus, les explorateurs rencontraient de nouveaux mondes qu'ils ignoraient jusqu'alors, et il en était de même pour ces mondes visités qui découvraient alors de nouvelles civilisations. Ces périodes de découverte et de transformation sont marquées par un désir inné d'explorer au-delà des frontières de notre compréhension. Cependant, bien que Pluton en Verseau soit un symbole puissant, il est essentiel de reconnaître que des explorations majeures et des découvertes de nouveaux mondes ont eu lieu même en dehors de ce cycle. Cela souligne qu'il y a bien d'autres facteurs en jeu. Par exemple, de 1768 à 1771, le capitaine James Cook a exploré les côtes australiennes et néo-zélandaises. Pluton était alors dans le signe du Capricorne et n'y était entré temporairement qu'en 1777, c'est-à-dire un peu avant le décès de James Cook. Neil Armstrong a posé son pied sur la Lune le 20 juillet 1969 et Pluton se trouvait dans le signe de la Vierge. Il y a eu de nombreux récits d'ovnis, alors que Pluton ne se trouvait pas dans le signe du Verseau. En reprenant les dates que j'ai citées, on peut voir émerger un schéma. Au départ de Marco Polo en 1271, le nœud sud se trouve dans le signe des Poissons, alors que Saturne et Neptune sont conjoints. En 1531 et 1532, lors de la découverte de l'Empire Inca, la conjonction nœud sud-Neptune dans le signe des Poissons est au carré de Saturne et au sextile de Pluton. 1531 est une année importante, car la Vierge Marie est apparue à Juan Diego, au Mexique, et c'est une des 13 apparitions mariales reconnues par l'Église. Lors de cette apparition, Marie lui a demandé de construire une église en son honneur. Pour prouver la véracité de l'apparition, des roses miraculeuses ont poussé sur la colline en plein hiver, et l'image de la Vierge Marie est apparue sur le manteau de Juan Diego. Cette image, connue sous le nom de Tilma de Guadalupe, est encore vénérée aujourd'hui. La vision de Bernadette Soubirous ont eu lieu en 1858 à Lourdes, en France. Alors qu'elle était âgée de 14 ans, Bernadette Soubirous a rapporté avoir vu la Vierge Marie 18 fois.
La Vierge Marie lui aurait révélé qu'elle était l'Immaculée Conception et lui aurait demandé de prier et de faire construire une chapelle sur le site. Ces apparitions ont conduit à la découverte d'une source d'eau attirant des millions de pèlerins à Lourdes chaque année. Bernadette est devenue une figure emblématique de la foi catholique. Au moment de la première apparition, Neptune et le nœud nord sont dans le signe des Poissons, au trigone de Saturne et en semi-carré à Pluton. Bernadette Soubirous a été canonisée en 1933. Je reviendrai plus tard sur cette date. En 1768, le départ de l'explorateur James Cook se fait sous un magnifique cerf-volant avec différents cycles synodiques entre les transes saturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, mais également Saturne et Neptune. Les nœuds lunaires sont embarqués dans cette figure. À la même période, en 1774, saint Alphonse de Liguori, un théologien et mystique italien, aurait vécu une expérience de bilocation. Alors qu'il était gravement malade à Rienzo près de Naples, il a été vu simultanément au chevet du pape Clément XIV à Rome, priant et offrant son soutien dans les derniers instants de sa vie. Cette bilocation est l'un des nombreux miracles attribués à saint Alphonse de Liguori, qui a été canonisé ultérieurement. En 1774, de nouveau, le nœud sud se trouve dans le signe des Poissons, le nœud nord est conjoint à Neptune, et il y a en plus une conjonction Saturne-Neptune au trigone de Pluton. Enfin, en 1969, alors que l'on explore la Lune, le nœud nord se trouve dans le signe des Poissons et la conjonction Uranus-Pluton est au sextile de Neptune. La conjonction Uranus-Pluton, qui a été exacte en 1965 et 1966, marque cette époque comme un moment de progrès technologique spectaculaire et de changement de paradigme. C'est une période de dépassement des frontières, tant littéralement en voyageant vers la Lune que symboliquement en réévaluant le potentiel humain et notre place dans l'univers. Les découvertes de nouveaux mondes, les apparitions mariales, les bilocations renforcent cette idée d'explorer les réalités au-delà du visible. Ces événements montrent une quête commune de l'invisible. On voit ici des connexions importantes entre les transes saturniennes, principalement les cycles impliquant Neptune. Neptune-Pluton, Neptune-Uranus, Neptune-Saturne, mais également les nœuds lunaires. Quand les nœuds lunaires, qui marquent le point de l'écliptique où l'orbite de la Lune coupe celle de la Terre, se trouvent dans l'axe Vierge-Poisson, il y a comme une tension entre le tangible et l'intangible, entre la réalité quotidienne et les mystères spirituels. Ce placement peut faciliter des expériences où l'on passe d'un monde à l'autre, brouillant les frontières de la perception. Quand les nœuds lunaires sont conjoints à Neptune, cela peut intensifier les phénomènes surnaturels en ouvrant des portes vers des dimensions invisibles. Cette conjonction pourrait symboliser un temps propice à la réception de visions, d'intuitions profondes et d'expériences spirituelles puissantes. Faisons ensemble ce voyage dans le passé pour essayer de comprendre notre présent et essayer d'envisager le futur dans cette découverte de l'invisible. Le cycle de Neptune et Pluton est un cycle lent d'environ 500 ans. J'ai décrit ce cycle dans ces deux vidéos. Le cycle de Neptune et Pluton actuel a commencé en 1891 et 1892 dans le signe des Gémeaux, le 16 mai 1891. Le nœud nord était conjoint à Neptune à 6 degrés et 3 minutes des Gémeaux. Ce cycle représente une époque de transformation profonde des idéaux, des croyances et de la conscience collective. Neptune incarne les rêves, l'illusion et la transcendance spirituelle, tandis que Pluton symbolise la transformation profonde, la mort et la renaissance. Leur conjonction catalyse un changement radical des idéaux et une exploration de l'inconscient collectif. Vu la lenteur de ce cycle, nous pouvons considérer les aspects mineurs de semi-sextile, qui ont été exacts 5 fois entre 1917 et 1919, et les sommets carrés qu'il y a eu dans les années 30. Depuis les années 40, nous vivons une période particulière, avec un sextile entre Neptune et Pluton presque ininterrompu jusqu'à nos jours, à l'exception d'une brève période dans les années 2000. Cet aspect était exact de 1950 à 1956, de 1976 à 1986 et le sera à nouveau de 2026 à 2032. Cela signifie que pratiquement tout le monde vivant aujourd'hui
possède cet aspect dans son thème astral, aspect qui est en train d'être collectivement réactivé. Quand on y pense, c'est assez spectaculaire. J'ai montré dans cette vidéo que l'on peut suivre le long de ce cycle le nucléaire. De façon surprenante, sur ce même cycle, on peut suivre les apparitions d'objets volants non identifiés. C'est assez interpellant quand on sait que ces apparitions se font souvent à proximité de bases militaires. Et nous en avons eu récemment des exemples. Et vous verrez que les ovnis n'arrivent jamais seuls. Ils arrivent à des moments de l'histoire pendant lesquels nos consciences collectives s'ouvrent à plus grand que nous, et où les frontières entre vie et mort semblent s'estomper. Le long de ce cycle, qui a commencé en 1891, d'autres cycles astrologiques se superposent. On peut s'attendre à ce que les périodes pendant lesquelles des cycles se superposent soient plus intenses en termes de phénomènes surnaturels. La conjonction exacte s'est faite donc entre 1891 et 1892, et il y avait une conjonction nœud nord-Neptune. Vous le savez, en astrologie, nous fonctionnons avec des orbes. Il y a donc une fenêtre temporelle pendant laquelle les effets se font ressentir. Bien sûr, plus nous nous rapprochons de l'aspect exact, plus fort l'effet se fait ressentir. En 1888, l'ordre hermétique de l'Aube dorée voit le jour. Se présentant comme une école consacrée à l'étude des sciences occultes, à leur systématisation, leur organisation et à leur enseignement, cette société hermétique influence considérablement les pratiques mystiques et magiques de l'époque. Cet ordre continue d'influencer les pratiques ésotériques contemporaines. Les rituels de magie cérémoniale, la psychologie spirituelle et l'exploration de l'inconscient développés par l'ordre sont toujours en usage. Des mouvements comme le Wicca et la théosophie intègrent ces enseignements. Les techniques de protection, de purification et de voyage astral issus de l'Aube dorée restent des pratiques courantes parmi les occultistes modernes. Son héritage perdure donc, marquant profondément la spiritualité actuelle. En 1889, l'hypnose, un état de conscience modifié, est reconnu par la tenue du premier congrès international de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique. Dans les années 1890, Sigmund Freud développe la psychologie des profondeurs, explorant l'inconscient et ses impacts sur le comportement humain. En 1891, il publie On Aphasia, abordant des sujets de neurologie et de la psyché humaine, et en 1895, avec Joseph Breuer, il publie Études sur l'hystérie, introduisant des concepts clés de la psychanalyse comme les conflits psychiques inconscients. Ce travail marque le début de sa carrière de pionnier, transformant notre compréhension de l'esprit humain et des troubles psychologiques. En 1892, le professeur suisse Albert Heim, géologue et alpiniste, a introduit pour la première fois l'expression « expérience de mort imminente » pour décrire des visions et sensations transcendantales ressenties lors de la situation critique. Ces expériences incluent souvent des sensations de paix intense, des visions de lumière brillante et une impression de sortir du corps physique. Heim a été l'un des premiers à documenter ces phénomènes, ouvrant la voie à des études futures sur les expériences de mort imminente qui représentent la traversée des frontières entre le visible et l'invisible et marquent des transformations spirituelles profondes et des révélations mystiques. En novembre 1896, des observations de dirigeables fantômes débutent en Californie et atteignent leur apogée en 1897, évoquant l'énigmatique et l'inconnu. Ces événements marquent une période de fascination pour les dimensions invisibles de notre réalité. Ce sont les premières descriptions d'ovnis. Enfin, en 1898, alors que Neptune et Pluton sont toujours dans l'orbe de la conjonction, Wells écrit La Guerre des mondes, un roman de science-fiction dans lequel il raconte l'invasion de la Terre par des Martiens. Cette œuvre est considérée comme l'une des œuvres pionnières du genre science-fiction. Alors là, le ton était donné avec cette triple conjonction Neptune, nœud nord, Pluton. Les consciences s'ouvraient à l'invisible, redéfinissant la compréhension du monde de l'époque. Environ 20 ans vont passer avant que Neptune et Pluton se remettent en aspect. En 1917, on est alors en plein dans la Première Guerre mondiale. Neptune et Pluton sont en semi-sextile exact et Saturne et Neptune en conjonction exacte. À cette date, à Fatima au Portugal, 3 jeunes bergers ont affirmé avoir vu la Vierge Marie. Une dame de lumière leur est apparue, leur demandant de revenir chaque mois au même endroit.
Le 13 octobre, devant 70 000 personnes, un phénomène inexplicable appelé miracle du soleil s'est produit. Le soleil semblait danser dans le ciel, changeant de couleur et se rapprochant de la terre. Cet événement mystique a fait de Fatima un lieu de pèlerinage majeur, captivant l'imagination de millions de personnes. L'année suivante, en 1918, Aleister Crowley, un occulte et mystique célèbre, décrit une rencontre étrange avec une entité extraterrestre. Pendant un rituel spirituel, Crowley affirme avoir communiqué avec une entité qu'il a appelée l'âme. Cette créature avait une grande tête ovoïde, des grands yeux en amande et une apparence qui rappelle les descriptions modernes des extraterrestres. Selon Crowley, cette rencontre aurait ouvert des portails vers d'autres dimensions, alimentant les spéculations sur le contact entre humains et autres mondes. En 1933, la Première Guerre est terminée, mais le monde est encore sous tension. L'économie mondiale était encore sous l'effet de la Grande Dépression, l'Italie vivait sous le régime de Mussolini et Hitler devenait chancelier d'Allemagne. En 1933, un ovni se serait écrasé en Lombardie en Italie. Il est fait mention, je cite, d'un disque métallique poli et réfléchissant la lumière d'une longueur de 10 ou 12 mètres. 2 avions de chasse d'une base aérienne à proximité ont décollé, mais n'ont pas pu l'atteindre, même à une vitesse de 130 km/h. Ils n'émettaient aucun son, ce qui pourrait laisser penser à un aérostat. Mais personne ne connaît de ballon capable de voler plus vite que le vent. Ce rapport est arrivé entre les mains de Ciano, le gendre de Mussolini, et le ministre des Affaires étrangères de l'Italie. Ceci a été révélé par Roberto Pinotti et récemment par David Grush, ce vétéran de l'US Air Force spécialisé dans les renseignements géospatials, qui affirme qu'en 1944, les États-Unis ont récupéré cet ovni écrasé en Lombardie en 1933. En 1933, c'est également l'année pendant laquelle Bernadette Soubirous est canonisée. À la même période, en 1932 et en 1933, il y a eu 2 apparitions mariales en Belgique. 5 enfants ont déclaré avoir vu la Vierge Marie à 33 reprises. Ces apparitions ont attiré l'attention de milliers de personnes et ont été reconnues officiellement par l'Église catholique en 1949. On voit donc sur cette simple année une augmentation de phénomènes alors que plusieurs cycles se greffent à celui de Neptune et Pluton qui étaient en semi-carré exact. Le nœud nord dans le signe du Poisson et le nœud sud était conjoint à Neptune. On va maintenant entrer dans la période pendant laquelle Neptune et Pluton ont entamé dans les années 40 leur très longue période de sextile et les événements surnaturels vont s'enchaîner. En plus du sextile entre Neptune et Pluton, de 1939 à 1943, Uranus et Neptune sont en trigone exact à plusieurs reprises et en 1941, le nœud sud entre dans le signe des Poissons alors que le nœud nord est conjoint à Neptune. En avril 1941, juste avant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, près de Cape Girardeau au Missouri, un événement extraordinaire s'est produit. Selon le révérend William Huffman, il a été appelé sur les lieux d'un crash mystérieux pour prier sur des corps inhabituels. Ce qu'il a vu dépassait l'entendement. 3 corps non humains, dotés de grands yeux, d'une petite bouche, d'oreilles à peine visibles et dépourvus de cheveux. Cet incident est l'un des premiers récits de crash d'ovnis et de récupération d'extraterrestres aux États-Unis. Bien que peu médiatisé à l'époque, il a marqué les esprits et alimenté les spéculations sur la vie extraterrestre et les contacts avec notre planète. Le révérend aurait eu interdiction de parler de cet incident. Il a fini par écrire un livre dans lequel il explique s'être retrouvé à prendre part à une dissimulation militaire et gouvernementale. Un peu plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, des pilotes alliés ont observé des phénomènes étranges dans le ciel nommés Foo Fighters. Ces objets volants non identifiés, souvent décrits comme des lumières rouges, oranges ou vertes, suivaient des avions avec des manœuvres étonnantes. Les premiers signalements remontent à novembre 1944. Ces lumières mystérieuses n'étaient pas seulement l'apanage des Alliés. Les pilotes allemands rapportaient également des rencontres similaires, ce qui a renforcé le mystère entourant ces apparitions. Des théories variées ont émergé pour expliquer ces phénomènes, allant de manifestations électrostatiques à des armes secrètes. Cependant,
aucune explication définitive n'a été trouvée. C'est aussi en 1943 que le terme « sortie hors corps » a été utilisé pour la première fois par Georges Tyrrell dans son ouvrage intitulé « Apparition ». Ce terme a ensuite été adopté par d'autres auteurs pour décrire des expériences où les individus se sentent flotter en dehors de leur corps. On voit apparaître ce terme alors que chacun devait à cette époque toucher du doigt la mort. En 1945, la bombe atomique est larguée. En juillet 1947, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide commence. Un incident étrange s'est produit alors près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Un objet volant non identifié s'est écrasé dans un ranch local. Les autorités militaires ont rapidement récupéré les débris et ont initialement déclaré qu'il s'agissait d'un disque volant. Cependant, cette déclaration a été rapidement rétractée et remplacée par l'affirmation qu'il s'agissait simplement d'un ballon météorologique. Ce changement soudain d'explication a évidemment alimenté de nombreuses spéculations et théories du complot concernant des extraterrestres et des dissimulations gouvernementales. Neptune et Pluton sont alors toujours en sextile et le nœud nord se trouve exactement où il se trouvait lors de la conjonction de Neptune et Pluton en 1891. Depuis le crash initial de 1947, l'affaire de Roswell a connu de nombreux rebondissements. Dans les années suivantes, les révélations de témoins et les livres populaires ont relancé l'intérêt pour l'incident, conduisant à des rapports gouvernementaux affirmant qu'il s'agissait d'un projet top secret. C'est l'un des plus grands mystères de l'ufologie. Il y a même eu une série télévisée sur cet incident. Aujourd'hui encore, l'incident de Roswell est l'un des événements d'OVNI les plus célèbres et reste un point central dans la culture populaire et les enquêtes sur les phénomènes paranormaux. En 1950, on entame la première période de sextile exact entre Neptune et Pluton. Tout au long des années 50, il y a eu des rapports d'OVNI à travers le monde. Vous pouvez vérifier cela sur Wikipédia, sur une page qui montre la chronologie de l'ufologie où vous pourrez lire de nombreux phénomènes depuis 1947. Il y a des dates qui ressortent particulièrement par l'intérêt qu'ils ont suscité, et astrologiquement, ce n'est pas un hasard. Ça commence en 1952. On est là dans une période particulière pendant laquelle non seulement Neptune et Pluton sont en sextile exact, mais en plus le nœud nord se trouve dans le signe des Poissons et Saturne et Neptune sont en conjonction exacte 3 fois en 1952 et 1953. Il y aura une explosion des phénomènes extraterrestres et cela commence avec une série de rapports d'OVNI autour de Washington. Cet événement a été surnommé le flap de Washington et a entraîné une vague de plus de 717 rapports d'OVNI en quelques mois. En 1952, l'US Air Force a même lancé le projet Blue Book, une enquête officielle sur les OVNI qui a duré jusqu'en 1969. Ce projet a recueilli et analysé des milliers de rapports d'OVNI. En 1954, Carl Jung publie un livre sur les racines de la conscience. Alors que Freud se concentrait sur l'inconscient personnel et les pulsions individuelles, Jung a élargi la perspective en introduisant la notion d'inconscient collectif et les archétypes universels. En 1965, il y a un sextile entre Uranus et Neptune. En 1965, John Bell a publié son célèbre théorème de Bell qui a fourni une base expérimentale pour tester les prédictions de la mécanique quantique. Cela a conduit à des expériences célèbres comme les tests de Bell, qui ont confirmé les prédictions de la mécanique quantique et ont montré que la nature est fondamentalement non locale. Quand on dit que la nature est fondamentalement non locale, cela signifie que des objets ou des particules peuvent être instantanément liés entre eux, même s'ils sont séparés par de grandes distances. Cette idée va à l'encontre de l'intuition classique qui nous dit que les objets doivent interagir de manière locale, c'est-à-dire à travers des influences directes et à courte distance qui sont visibles. Cette notion transcende les limites physiques conventionnelles et peut être perçue comme ayant une dimension spirituelle. Elle évoque des phénomènes comme les apparitions mariales, les expériences de mort imminente et les expériences hors corps, où les frontières tangibles de notre réalité semblent disparaître.
Ces découvertes scientifiques nous invitent à reconsidérer notre compréhension de la réalité et ouvrent la porte à des réflexions plus profondes sur l'interconnexion de tout ce qui existe. En 1975, les histoires d'OVNI prennent une autre dimension puisque nous avons pour la première fois un récit d'enlèvement par des extraterrestres. Travis Walton disparaît pendant 5 jours et revient en racontant une histoire d'enlèvement extraterrestre. Il a écrit un livre sur cet événement, qui sera ensuite adapté au cinéma. Mais enfin, les choses ne sont pas claires. Il est estimé que cet enlèvement n'était qu'une mise en scène afin de rompre un contrat. Certains penseront que c'est un hasard, mais enfin, la même année, Raymond Moody popularise les concepts d'expérience de mort imminente avec des études plus structurées et des ouvrages influents comme La vie après la vie. C'est la première fois depuis 1891 où cela avait été évoqué que les expériences de mort imminente reviennent dans les débats. Certes, il y a eu dans les années 60 des psychologues et des psychiatres nord-américains qui se sont intéressés au sujet, mais sans avancée majeure dans la compréhension du phénomène. C'est vraiment Raymond Moody qui a relancé l'intérêt pour les expériences de mort imminente. En 1975, on est juste avant la période du sextile exact entre Neptune et Pluton, et le nœud nord est conjoint à Neptune. De 1976 à 1986, Neptune et Pluton sont en sextile exact. Il y aura plusieurs apparitions mariales. En Argentine en 1983, au Venezuela de 1976 à 1988 et au Rwanda de 1981 à 1986. Du 3 décembre 1987 au 22 mai 1989, le nœud nord se trouvait dans le signe des Poissons. Il est ici intéressant de relever que, soit au moment des apparitions, enfin au début des apparitions, soit au moment où l'événement reçoit une reconnaissance canonique, un nœud se trouvait dans le signe des Poissons ou était conjoint à Neptune, que Saturne et Neptune étaient en aspect, en plus du sextile de Neptune à Pluton. De toutes les apparitions mariales qui sont faites chaque année, 13 seulement ont été reconnues par l'Église catholique. J'en ai ici cité 8. Les 3 apparitions dont je viens de parler, les 2 de 1932 et 33 en Belgique, celle de Tilma de Guadalupa en 1531, celle de Bernadette Soubirous en 1858 et celle du miracle de Fatima en 1917. Vous vous en doutez que pour les 5 autres, on retrouve cette signature. Ceci mérite tout de même une étude séparée pour pleinement comprendre, car il y a également des miracles reconnus par l'Église orthodoxe. Quoi qu'il en soit, on voit avec ces cycles transparaître l'entrée du sacré ou du divin, et on ne peut pas exclure qu'un miracle soit évoqué au fur et à mesure que le nœud nord se rapproche de Neptune en Poisson. Il sera exact le 7 février 2025. Mais également que Saturne se rapproche de Neptune et que le sextile Uranus-Neptune et Neptune-Pluton se resserre. On arrive en 1989, une année très importante sur le plan mondial, avec la chute du mur de Berlin et la création du web. 2 événements qui transforment et ouvrent le monde. Le web en particulier a dissolu les frontières, nous permettant de nous connecter à n'importe qui à l'autre bout du monde, comme si les distances, les frontières n'existaient pas. En 1989, Saturne et Neptune sont conjoints dans le signe du Capricorne, pas loin d'Uranus. Neptune est dans l'orbe du sextile avec Pluton et le nœud nord se trouve dans le signe des Poissons. À cette période, le docteur Pim van Lommel entame une grande étude sur les expériences de mort imminentes en Hollande qui aura plus tard des retombées retentissantes. En novembre 1989, Linda Napolitano affirme avoir été enlevée par des extraterrestres depuis son appartement près du pont de Brooklyn. Plus d'une douzaine de témoins, y compris un secrétaire des Nations Unies, ont rapporté avoir vu une femme léviter vers un vaisseau spatial. Cette affaire a été largement médiatisée, notamment par l'ufologue Bud Hopkins. Un documentaire est même récemment sorti sur Netflix, ramenant à nos consciences cette histoire. De 1989 à 1991, il y a même une vague d'observations d'OVNI en Belgique. 1991 marque la fin de la guerre froide.
Mais les phénomènes paranormaux, surnaturels, mystiques, même s'ils diminuent, continuent un peu de fasciner. L'aspect entre Neptune et Pluton commence petit à petit à se défaire. Mais en 1993, Uranus et Neptune sont en conjonction exacte. Des chercheurs comme Charles Bennett et Gilles Brassard ont introduit un protocole expérimental pour la téléportation quantique, qui permet de transférer l'état quantique d'une unité de mesure vers une autre. Uranus apporte ici sa dose de technologie. La dimension spirituelle de cette avancée scientifique n'apparaît pas au premier abord. Pourtant, la téléportation quantique est une technologie fascinante qui permet de transférer l'état d'une particule à une autre instantanément, peu importe la distance qui les sépare. Ce phénomène repose sur l'intrication quantique, où deux particules deviennent liées de manière à agir comme un seul système. Même si elles sont physiquement séparées, ce qui arrive à l'une affecte instantanément l'autre, comme si la frontière entre deux mondes, en apparence séparés par une frontière infranchissable, en fait n'existait pas. Ce concept évoque des idées spirituelles d'interconnexion universelle. Tout comme les expériences de mort imminente offrent une fenêtre sur l'au-delà, les ovnis viennent questionner sur les frontières du vivant. La téléportation quantique montre quant à elle que tout dans l'univers est profondément lié. La téléportation quantique nous fait également réfléchir à la transcendance des limites physiques. Elle suggère que nous pourrions un jour dépasser les frontières matérielles, un peu comme lorsque nous méditons et explorons notre conscience au-delà de notre corps physique. Enfin, elle questionne la nature de la réalité. La science quantique révèle que des dimensions invisibles influencent notre existence, car en fait, le vide n'existe pas. La téléportation quantique ouvre ainsi des perspectives passionnantes à la croisée de la science et de la spiritualité. En 2011, l'étude du Dr Van Pimmel sur les expériences de mort imminente est traduite en anglais, ce qui lui donne un impact international à un moment où l'aspect entre Neptune et Pluton se reforme. En 2011, Neptune entre dans le signe des Poissons. Il est donc superpuissant. Depuis, les frontières entre science et spiritualité semblent s'estomper petit à petit. En 2014, un groupe de scientifiques de renommée mondiale a publié le Manifeste pour une science post-matérialiste. Ce manifeste est né du besoin de dépasser les limites de la science matérialiste traditionnelle, qui considère que tout dans l'univers, y compris la conscience humaine, peut être réduit à des interactions matérielles. Les signataires du manifeste, parmi lesquels des recherches en physique, en biologie, en neurosciences et en psychologie, ont proposé une nouvelle perspective, la primauté de la conscience. Selon eux, la conscience est fondamentale et non pas simplement un produit du cerveau. Ce paradigme post-matérialiste reconnaît l'interconnexion profonde entre l'esprit et le monde physique. Une première. En 2018, peu après la sortie du nœud sud du signe des Poissons, en réponse à ce manifeste, l'AAPS, Académie pour l'avancement des sciences post-matérialistes, est créée. Cette académie se consacre à la recherche et à l'éducation sur les sciences post-matérialistes, explorant des phénomènes tels que les expériences de mort imminente, les phénomènes psy et la nature de la conscience et même de l'âme. Le but de cette académie est de promouvoir une science qui intègre la spiritualité et la conscience, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour comprendre la réalité. Cette rencontre entre science et spiritualité ne devrait pas s'arrêter là. S'il est fréquent, lorsque nous vivons des épreuves, que l'on essaye de trouver du sens, parfois au travers de la spiritualité, c'est également le cas au niveau collectif. Il y a une constante. À chaque période de crise, le spirituel fait incursion. Les consciences s'ouvrent à l'au-delà. Lorsque nous traversons des épreuves, nous nous ouvrons à la spiritualité, car face à l'incertitude et la souffrance, l'esprit humain cherche des réponses au-delà du tangible. L'indice cyclique en astrologie, une technique popularisée et perfectionnée par André Barbeau, est un outil puissant pour comprendre les grands cycles historiques.
Il existe différentes manières de le calculer, mais André Barbeau mesurait les écarts angulaires en valeur absolue des 5 planètes lentes: Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Le principe est le suivant: on additionne les distances angulaires en valeur absolue entre chacune des paires de ces 5 planètes et on reporte les valeurs en fonction du temps. Quand les planètes sont très dispersées, l'indice est élevé. Quand les planètes se regroupent, elles se resserrent, l'indice est bas. Un indice bas est souvent associé à des périodes de crise ou de tension. Les signes et les phases des planètes sont aussi à prendre en considération. Je vous montre ici l'indice cyclique sur la période de 1870 à 2050 en retirant Jupiter de l'équation car je n'en ai pas parlé dans cette vidéo. Vous voyez sur ce graphe cette courbe en fonction du temps. Les valeurs dans le haut du graphique correspondent à des périodes de détente mondiale, alors que les périodes associées à des indices cycliques bas, dans le bas du graphique, correspondent à des périodes de tension au niveau mondial. Le premier creux correspond à la période de la Grande Dépression de 1873 à 1896, période pendant laquelle le cycle de Neptune et Pluton a commencé avec la création d'ordres occultes, de début de la psychanalyse, les dirigeables fantômes et les expériences de mort imminente. À chaque crise, l'indice cyclique chute et nous observons des thématiques d'ovnis, d'apparitions mariales, d'expériences de mort imminente et de sorties hors corps. Pendant les 2 guerres mondiales, les guerres de Corée et du Vietnam, les crises économiques et l'épidémie du sida. Le dernier creux correspond à la crise économique qui a commencé en 2008 avec l'entrée de Pluton dans le signe du Capricorne et la crise sanitaire et les conflits en cours. En dessous, nous voyons le cycle de Saturne et Neptune. Les pointes du bas de cette dent de scie montrent les dates auxquelles Saturne et Neptune étaient conjoints. Dans la phase de montée du tracé, le cycle est dans sa phase croissante. Cela correspond à la phase de détente mondiale, avec l'indice cyclique qui croît. La pointe de la dent de scie montre les dates auxquelles Saturne et Neptune sont en opposition. Le cycle est alors décroissant. Nous voyons qu'à chaque fois que les planètes vivent des conflits ou des crises économiques, le monde s'ouvrait à la spiritualité ou à l'inconnu. Nous constatons que Saturne et Neptune, malgré leur antagonisme, nous amènent à explorer les frontières entre la science et la spiritualité à des moments où, collectivement, nous traversons des périodes difficiles. Les cycles de Neptune et Pluton nous invitent à reconsidérer notre compréhension du monde et à envisager des perspectives nouvelles et fascinantes. La physique quantique, quant à elle, liée au cycle impliquant Uranus, a également une dimension spirituelle, car elle transcende les limites physiques connues. Alors que nous avançons dans l'ère d'air, il est évident que les découvertes scientifiques, notamment en neurosciences et en physique quantique, peuvent transformer radicalement notre perception de l'univers. L'énergie du vide quantique en particulier pourrait bien nous révéler des ressources insoupçonnées, nous laissant entrevoir un monde sans limite. Pour conclure, rappelons que l'entrée de Pluton en Verseau a coïncidé avec des rapports d'ovnis et que ce cycle tend à dépasser les frontières de ce qui est connu. Les ovnis ne sont peut-être que les prémices de ce qui est à venir. Tous les ingrédients sont là pour que nous allions au-delà de ce qui est visible et tangible. D'abord, la période actuelle marquée par des tensions nous place dans le creux de la vague, alors que Saturne et Neptune seront conjoints, un alignement propice à l'ouverture au-delà du rationnel. Ensuite, la conjonction de Neptune et du nœud nord en Poisson est extrêmement puissante. Enfin, les cycles de Neptune et Pluton et de Neptune et Uranus reprendront, alors que le nœud nord sera encore en Poisson. Les études sur la conscience, les expériences de mort imminente, les sorties hors du corps pourraient bien se développer. Je pense également que la physique quantique pourrait faire des avancées significatives, peut-être sur le point de l'énergie du vide quantique. Restez curieux, restez ouverts et préparez-vous à accueillir les merveilles que l'avenir nous réserve.